Une femme étrange s'est approchée et a demandé « Cet homme était votre mari ?» J'ai répondu « Oui ». Elle m'a alors immédiatement dit « Faites-moi confiance, suivez-moi d'urgence, je dois vous montrer quelque chose ». Elle m'a mise dans une voiture noire. À l'intérieur, il y avait 3 autres personnes. Quand ils ont commencé à parler et à me montrer quelque chose, j'étais glacée. Puis, exactement 40 minutes plus tard, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Avant de commencer cette histoire qui a bouleversé ma vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez. Merci de votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple sortie pour manger une glace changerait tout. Le soleil de printemps réchauffait les pierres anciennes de Lyon. J'avais besoin d'air, besoin d'oublier la solitude qui me pesait depuis quelques jours. Philippe était encore parti, encore un de ces répétitions interminables dont il ne parlait jamais vraiment. Je marchais dans la rue de la République quand j'ai vu la vitrine du glacier des terreaux. L'envie d'une glace à la lavande m'a traversée comme une évidence. Je suis entrée. L'odeur sucrée m'a enveloppée. J'ai commandé ma glace et me suis assise près de la fenêtre, regardant les passants défiler sans les voir vraiment. Ma cuillère tournait dans la glace fondante. Mes pensées dérivaient vers Philippe, vers ce mariage qui me semblait parfois étrangement vide, malgré l'amour que je lui portais. C'est à ce moment précis que je l'ai vu. Une femme habillée entièrement en noir. Tailleur impeccable, cheveux tirés en arrière, lunettes de soleil même à l'intérieur de la boutique. Elle est entrée d'un pas décidé, a balayé la salle du regard et s'est dirigée droit vers moi. Mes mains se sont crispées sur la cuillère. Elle s'est arrêtée devant ma table, sans sourire, sans préambule. « Madame, je peux m'asseoir ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'elle était déjà assise en face de moi. Mon cœur battait plus fort. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, la voix moins assurée que je ne l'aurais voulu. Elle n'a pas répondu. Elle a sorti son téléphone de la poche intérieure de sa veste et l'a posé sur la table, face à moi. L'écran affichait une photo. Philippe, mon Philippe. En smoking, son violoncelle entre les jambes, lors du dernier concert auquel j'avais assisté. Mon sang s'est glacé. « Cet homme est votre mari ?» Sa voix était froide, professionnelle, sans la moindre émotion. J'ai dégluti avec difficulté. « Oui, pourquoi vous me montrez ça? Qui êtes-vous » Elle a rangé son téléphone et a sorti une carte de sa poche. Une identification officielle. DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Le monde a vacillé autour de moi. Je m'appelle Nadia. Écoutez-moi attentivement. Faites-moi confiance. Suivez-moi d'urgence. Je dois vous montrer quelque chose. Ma respiration s'est accélérée. Mon mari, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous enquêtez sur lui? Nadia s'est penchée légèrement vers moi. Je ne peux pas parler ici. C'est une question de sécurité nationale. Vous devez venir avec moi, maintenant. J'ai regardé autour de moi. Les gens continuaient de manger leur glace, de bavarder, de rire. Personne ne semblait remarquer que ma vie venait de basculer. Et si je refuse? Nadia a retiré ses lunettes. Ses yeux étaient d'un gris acier, impitoyable. Vous avez le droit de refuser. Mais votre mari est impliqué dans quelque chose qui pourrait mettre des vies en danger, y compris la vôtre. Mon estomac s'est noué. Des vies en danger. La mienne. Comment était-ce possible? Philippe, mon Philippe, qui jouait du violoncelle avec tant de passion, qui me préparait des dîners aux chandelles, qui m'embrassait le front avant de partir travailler. Philippe qui m'avait séduite dans un théâtre avec sa musique sublime. Des vies en danger? Ai-je répété, la voix tremblante. Nadia s'est levée d'un mouvement fluide. La voiture est dehors, vous avez 10 secondes pour décider. Elle a commencé à marcher vers la sortie sans se retourner. J'ai regardé ma glace qui fondait dans la coupe. 10 secondes. Ma vie entière se résumait à 10 secondes de décision. Mon cœur hurlait de rester, de rentrer chez moi, d'oublier tout ça. Mais quelque chose de plus fort me poussait. Un besoin viscéral de savoir, de comprendre pourquoi Philippe ne m'emmenait jamais à ses répétitions, pourquoi il était si secret sur son travail, pourquoi parfois, la nuit, je le surprenais debout à la fenêtre,
le regard perdu, comme hanté par quelque chose qu'il ne partageait jamais avec moi. Je me suis levée, mes jambes tremblaient. J'ai laissé la glace sur la table, abandonné ma vie d'avant sur cette chaise en bois, et j'ai suivi Nadia vers l'inconnu. La voiture était garée juste devant la boutique. Une Peugeot noire aux vitres teintées. Nadia a ouvert la portière arrière et m'a fait signe d'entrer. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai jeté un dernier regard à la rue, aux passants qui continuaient leur vie normale, inconscients du cauchemar dans lequel je m'enfonçais. Puis je suis montée. À l'intérieur, 3 personnes m'attendaient. Un homme au volant, la cinquantaine, cheveux grisonnants coupés courts, une cicatrice fine sur la tempe gauche. À côté de lui, un autre homme plus jeune, lunettes rectangulaires, une tablette posée sur ses genoux. Et sur le siège arrière, une femme aux cheveux courts, un ordinateur portable ouvert devant elle. Nadia est montée à côté de moi et a claqué la portière. Le bruit des verrous automatiques qui se sont enclenchés a résonné comme une condamnation. « Madame, je suis le commandant Laroche. » L'homme au volant s'est retourné vers moi. Sa voix était grave, posée, mais ses yeux scrutaient chacune de mes réactions. Voici les agents Moreau et Cassel. Nous travaillons pour la DGSI depuis de nombreuses années. Ce que nous allons vous montrer va être difficile à accepter. Mais vous devez voir. Ma gorge était sèche. Qu'est-ce que mon mari a fait? Pourquoi vous me kidnappez comme ça? Le mot kidnapper était peut-être excessif, mais c'était exactement ce que je ressentais. Prisonnière dans cette voiture noire, entourée d'agents secrets, incapable de partir. « Nous ne vous kidnappons pas, madame. » Laroche a tourné complètement son siège pour me faire face. « Nous vous protégeons, et nous avons besoin de votre aide. Votre mari, Philippe, est sous surveillance depuis plusieurs mois maintenant. » Plusieurs mois. Le mot a tourné dans ma tête comme une sentence. Surveillance pourquoi? Il est musicien. Il joue du violoncelle dans une orchestre. L'agent Moreau, celui avec les lunettes, a levé sa tablette vers moi. Il dit qu'il est musicien. L'écran s'est illuminé et mon sang s'est figé dans mes veines. Des photos. Des dizaines de photos. Philippe dans un aéroport, une valise à la main. Philippe dans une rue que je ne reconnaissais pas, parlant avec un homme en costume sombre. Philippe sortant d'un bâtiment moderne avec des vitres miroirs. Philippe montant dans un taxi dans une ville étrangère. Quand ces photos ont été prises? Ma voix était à peine un murmure. Moreau a fait défiler les images. Ces 6 derniers mois. Parfois pendant qu'il vous disait qu'il était en répétition. Parfois quand il prétendait avoir un concert dans une autre ville. Les larmes me montaient aux yeux mais je les ai ravalées. Mais je l'accompagne parfois au concert. Je l'ai vu jouer. Nadia, à côté de moi, a posé une main sur mon épaule. Il joue effectivement. Il joue très bien. Assez bien pour que personne ne se doute de rien. Mais ce n'est pas son vrai métier, Isabelle. L'écran de la tablette a changé. Des documents bancaires. Des colonnes de chiffres, des transferts, des montants qui me donnaient le vertige. Des noms que je ne connaissais pas. Des comptes dans des pays lointains. Ces transferts viennent de comptes liés à votre mari. Moreau pointait les lignes avec son doigt. Des sommes importantes, beaucoup trop importantes pour un simple musicien d'orchestre. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'est pas possible. Vous vous trompez de personne. Philippe est. Il est honnête. Il est gentil. Il m'aime. Peut-être qu'il vous aime. La voix de Laroche était plus douce maintenant, presque compatissante. Mais il vous ment. Sur qui il est. Sur ce qu'il fait réellement. L'agent Cassel, la femme avec l'ordinateur, a tourné son écran vers moi. Regardez. Un document officiel, un passeport. La photo était celle de Philippe, aucun doute possible. Mais le nom. Le nom était différent. Anton Berger. Nationalité autrichienne. Date de naissance différente de celle que je connaissais. Ma vision s'est brouillée. Je ne comprends pas. Qui est cet homme? C'est votre mari. Laroche a marqué une pause. Ou plutôt, c'est qui il était avant de devenir Philippe, avant de vous rencontrer, avant de s'installer en France. Je me suis effondrée contre le dossier du siège. Tout tournait autour de moi. Les années passées ensemble,
Les rires, les moments tendres, les projets d'avenir. Tout n'était qu'un mensonge. Il m'a dit qu'il était canadien. Les mots sortaient difficilement de ma bouche. Il m'a raconté son enfance à Montréal, ses parents, sa sœur. Tout est faux. Nadia serrait maintenant ma main. Nous avons vérifié. Aucune trace d'un Philippe de cet âge né au Canada. Mais nous avons trouvé Anton Berger, ancien membre de service de renseignement, disparu des radars il y a des années. Laroche s'est penchée vers moi. Madame, nous enquêtons sur votre mari depuis longtemps. Nous savons qu'il est impliqué dans quelque chose de grave. Mais il nous manque une pièce essentielle du puzzle, un élément que nous n'arrivons pas à trouver. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et nous pensons que cette pièce, c'est vous qui pouvez nous aider à la découvrir. Mon esprit refusait d'accepter. Moi? Mais je ne sais rien. Je suis juste sa femme. Je ne sais rien de tout ça. Justement. Nadia a serré ma main plus fort. Vous êtes sa femme. Vous vivez avec lui. Vous le connaissez mieux que personne. Vous avez accès à sa vie quotidienne, à ses habitudes, à ses objets personnels. Vous voulez que j'espionne mon propre mari? L'horreur de cette demande m'a submergée. Je ne peux pas faire ça. C'est de la trahison. Laroche a sorti une enveloppe épaisse de la boîte à gants. Regardez encore une chose avant de décider. Il m'a tendu une photo, une vieille photo, légèrement jaunie. Philippe, mais plus jeune, les cheveux différents, plus courts. Il portait un uniforme militaire que je ne reconnaissais pas. Son regard était dur, froid, celui d'un homme que je n'avais jamais rencontré. Cette photo a été prise il y a longtemps. Il était dans une unité spéciale. Une unité dont on ne parle pas. Laroche a repris la photo. L'homme que vous connaissez, l'homme doux qui joue du violoncelle, cet homme n'existe peut-être pas vraiment. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. Pourquoi il m'aurait choisi moi? Pourquoi moi? Parce que vous étiez parfaite. C'est Cassel qui a parlé, d'une voix étrangement douce. Veuve, sans enfants proches, financièrement stable, discrète. Vous étiez la couverture idéale pour un homme qui voulait disparaître. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Une couverture. J'étais juste une couverture. Pas une épouse, pas une compagne. Juste un accessoire dans une vie construite sur le mensonge. Laroche a posé un dossier épais sur mes genoux. La couverture était marquée en lettres rouges, Opération Harmonie silencieuse, 5 jours. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, la voix brisée. Laroche s'est redressé sur son siège. Un plan de 5 jours, des tâches simples, des observations, rien de dangereux. Nous avons juste besoin que vous regardiez, que vous notiez certaines choses, que vous nous rapportiez ce que vous découvrez. J'ai secoué la tête violemment. Non, non, je ne peux pas faire ça. C'est mon mari. Malgré tout ce que vous me dites, c'est l'homme avec qui je vis, l'homme que j'aime. Je ne peux pas le trahir comme ça. Nadia s'est tournée vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Isabelle, écoutez-moi. Cet homme vous a menti depuis le premier jour. Sur son nom, sur son passé, sur son identité. Il a construit toute une vie fictive autour de vous. Vous ne le trahissez pas. Vous découvrez juste la vérité. Mais s'il m'aime vraiment, s'il a juste voulu recommencer sa vie? Ma voix était pathétique, désespérée, accrochée à un espoir fragile. Moreau a fermé sa tablette avec un claquement sec. S'il voulait juste recommencer sa vie, il vous aurait dit la vérité. Les gens qui aiment vraiment ne construisent pas leur bonheur sur le mensonge. Laroche a tapé du doigt sur le dossier. 5 jours, Isabelle. 5 jours pour savoir qui dort vraiment à côté de vous chaque nuit. 5 jours pour découvrir si votre mariage est réel ou si c'est juste une mission pour lui. Ensuite, vous décidez. Vous décidez si vous voulez continuer à vivre dans l'ignorance ou si vous voulez la vérité. J'ai ouvert le dossier d'une main tremblante. Les pages étaient remplies d'instructions détaillées, de plans minutieux, de questions précises. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Chaque journée avait son objectif, sa stratégie, son but. Vous voulez que je manipule mon propre mari.
Ce n'était pas une question, c'était une constatation amère. Cassel a refermé son ordinateur. Nous voulons que vous observiez, c'est différent. Vous ne faites rien d'illégal. Vous vivez juste votre vie normale, mais avec les yeux ouverts cette fois. Et si je refuse? J'ai relevé la tête, cherchant une sortie, un moyen d'échapper à ce cauchemar. Laroche a soupiré. Et si? Alors nous continuons notre enquête sans vous. Mais un jour, peut-être bientôt, nous viendrons arrêter Philippe. Et ce jour-là, vous n'aurez aucune réponse. Vous ne saurez jamais qui il était vraiment. Vous vivrez le reste de votre vie avec le doute, avec les questions sans réponse. Le silence dans la voiture était oppressant. Le ronronnement du moteur, les bruits étouffés de la rue à l'extérieur, ma respiration saccadée. J'ai regardé à nouveau les photos de Philippe. Philippe dans cet aéroport. Philippe avec ses inconnus. Philippe sous un autre nom, avec un autre visage, une autre vie. Si je fais ça, si j'accepte, j'ai dégluti péniblement. Qu'est-ce qui se passe après? Nadia a serré ma main encore une fois. Après, nous analysons ce que vous nous rapportez. Nous complétons notre enquête. Et si Philippe est coupable de ce que nous soupçonnons, nous l'arrêtons. Légalement, avec des preuves solides. Et moi? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Qu'est-ce que je deviens moi dans tout ça? Laroche a eu un sourire triste. Vous devenez libre, Isabelle. Libre de la vérité. Libre de choisir votre vie en connaissance de cause. J'ai fermé les yeux. Les larmes continuaient de couler. Toutes ces années avec Philippe. Le théâtre où je l'avais rencontré, fasciné par sa musique sublime. Son sourire quand il m'avait donné son numéro après le concert. Notre premier rendez-vous dans un petit restaurant près de la Saône. Le jour où il m'avait demandé en mariage, un genou à terre dans le parc de la Tête d'Or. Notre mariage intime, juste nous deux et quelques témoins. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment de tendresse. Tout était-il faux? Tout était-il calculé? D'accord. Le mot est sorti de ma bouche avant même que je réalise ce que je disais. D'accord, je vais le faire. Laroche a hoché la tête, satisfait. Vous faites le bon choix. Nadia m'a serré contre elle brièvement. Vous êtes courageuse. Courageuse? Non. J'étais terrifiée. J'étais brisée. J'étais perdue. Mais j'avais besoin de savoir. Ce besoin était plus fort que tout le reste. Plus fort que l'amour. Plus fort que la peur. Plus fort que la culpabilité qui me rongeait déjà. Moreau m'a tendu une petite carte. Voici un numéro. Crypté. Vous nous envoyez vos observations chaque soir à 22 heures. Photos, enregistrements audio si possible, notes écrites. Tout ce que vous découvrez. J'ai pris la carte. Elle était lourde dans ma main, lourde du poids de la trahison qu'elle représentait. Commencez ce soir. Laroche a démarré le moteur. Jour 1, lisez les instructions dans le dossier. Suivez-les à la lettre. Ne dévouez rien. Comportez-vous normalement avec Philippe, comme si rien ne s'était passé. Comme si rien ne s'était passé. Comme si ma vie n'avait pas explosé en 1000 morceaux dans cette voiture. Comme si je ne venais pas d'accepter d'espionner l'homme que j'aimais. La voiture s'est arrêtée quelques rues plus loin. Nous vous déposons ici. Rentrez chez vous. Agissez naturellement. Nadia a ouvert la portière. Isabelle, une dernière chose. Ne sous-estimez pas Philippe. S'il est vraiment ce que nous pensons, il est entraîné pour détecter les changements de comportement. Soyez prudente. Je suis descendue de la voiture, le dossier serré contre ma poitrine. Mes jambes tenaient à peine. La Peugeot noire a redémarré et a disparu au coin de la rue, me laissant seule sur le trottoir, seule avec mon nouveau fardeau. Ah, avant de continuer, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Ça nous aide énormément. J'ai marché jusqu'à la maison comme un automate. Chaque pas me rapprochait de Philippe, de l'homme qui était peut-être un étranger. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, dans le salon, en train de polir son violoncelle. Il a levé les yeux vers moi et a souri. Ce sourire que je connaissais si bien, ce sourire qui avait illuminé mes jours pendant toutes ces années. Te voilà, mon amour. Sa voix était douce, chaleureuse. Tu étais parti longtemps, tout va bien? J'ai forcé un sourire. Oui, j'avais juste besoin de prendre l'air. J'ai mangé une glace. Il s'est levé,
et m'a embrassé sur le front. « Tu as l'air fatigué. Viens t'asseoir. » Je me suis assise, le dossier caché dans mon sac, et je l'ai regardé retourner à son violoncelle. Ses mains caressaient l'instrument avec tant de délicatesse. Ces mêmes mains qui m'avaient tenue, réconfortée, aimée, ou qui m'avaient manipulée. Je ne savais plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée à côté de Philippe qui respirait paisiblement, j'ai lu et relu le dossier à la lumière de mon téléphone sous les couvertures. Jour 1. L'objectif était clair, évaluer sa réaction émotionnelle face à une menace sur sa couverture. Je devais lui demander d'assister à une répétition et observer ses micro-expressions, les changements dans son ton de voix, sa posture, son niveau de nervosité. Le dossier expliquait que les agents infiltrés maintiennent un contrôle émotionnel absolu dans presque toutes les situations. Mais quand leur couverture est menacée, même légèrement, ils réagissent. Pas de manière évidente, non. Juste des détails infimes. Un battement de paupières trop rapide. Une crispation de la mâchoire. Un changement de sujet trop abrupt. Des signes que personne ne remarquerait, sauf quelqu'un qui cherche spécifiquement ces indices. J'ai regardé Philippe dormir. Son visage était détendu, presque innocent. Comment cet homme pouvait-il être un agent secret? Comment pouvait-il avoir vécu une double vie pendant toutes ces années sans que je ne remarque rien? J'ai eu envie de le réveiller, de lui hurler mes questions, d'exiger la vérité. Mais je me suis retenue. J'avais accepté de jouer ce jeu. Je devais aller jusqu'au bout. Le matin est arrivé trop vite. Philippe s'est réveillé comme toujours, m'a embrassé tendrement, s'est levé pour préparer le café. J'ai fait semblant de dormir encore un peu, incapable de le regarder en face. Quand je suis finalement descendue, il était dans la cuisine, fredonnant une mélodie que je ne reconnaissais pas. Il m'a tendu une tasse de café avec son sourire habituel. « Bien dormi, chérie ?» J'ai pris la tasse, mes mains tremblantes. « Oui, très bien. » Le mensonge est sorti facilement. Trop facilement. Peut-être que moi aussi j'apprenais à mentir. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Un silence confortable qui avant me semblait rassurant, mais qui maintenant me pesait comme une chape de plomb. C'est au moment où il se levait pour débarrasser que j'ai décidé de lancer le test. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. « Philippe, j'ai réfléchi. » Il s'est retourné, les assiettes dans les mains. « À quoi, mon amour ? » « Je voudrais venir à une de tes répétitions cette semaine. » J'ai essayé de garder ma voix légère, naturelle, comme si c'était juste une idée passagère. J'ai envie de te voir travailler, de voir comment se passe une vraie répétition d'orchestre. Le temps s'est arrêté. J'ai vu ce que le dossier décrivait. Une fraction de seconde où quelque chose a changé dans son visage. Ses yeux se sont légèrement plissés. Sa mâchoire s'est contractée imperceptiblement. Ses épaules se sont tendues. Puis, aussi vite que c'était apparu, tout est redevenu normal. Il a souri. « Oh chérie, les répétitions sont vraiment ennuyeuses. » Sa voix était toujours douce, mais il y avait quelque chose de différent dedans, quelque chose de plus contrôlé. C'est juste le maestro qui nous fait reprendre les mêmes passages encore et encore. Tu t'ennuierais à mourir. Mais justement, je veux voir ça. Je veux voir ton quotidien professionnel. J'ai insisté doucement, comme une épouse curieuse, pas comme quelqu'un qui teste son mari. Philippe a posé les assiettes dans l'évier et s'est approché de moi. Il a pris mes mains dans les siennes. « Pourquoi maintenant? Après toutes ces années, pourquoi tu veux soudainement venir aux répétitions ?» Ses yeux me scrutaient. Je sentais qu'il cherchait quelque chose dans mon regard, dans mon attitude. J'ai haussé les épaules avec ce que j'espérais être de la nonchalance. Aucune raison particulière. Je me disais juste que je ne connais pas vraiment ton travail. Je t'ai vu en concert mais jamais en répétition. C'est bizarre, non? Il a serré mes mains un peu plus fort. Ce n'est pas bizarre. C'est normal. Les répétitions sont fermées. C'est un espace de travail, pas un spectacle. Alors demande au maestro. J'ai souri, essayant de paraître innocente. Juste une fois, s'il te plaît. Philippe m'a regardé longuement, trop longuement. Puis,
Il a lâché mes mains et s'est dirigé vers le salon. Je vais voir, je vais demander. Mais ne sois pas déçu s'il refuse. Le maestro est très strict sur ses règles. Il a changé de sujet immédiatement. Au fait, j'ai répétition cet après-midi. Je rentrerai vers 19h. Tu veux que je ramène quelque chose pour le dîner? J'ai noté mentalement. Changement de sujet. Rapide. Efficace. Comme le dossier l'avait prédit. Non, je vais cuisiner. Philippe a pris son violoncelle et son sac. Avant de sortir, il s'est retourné vers moi et m'a embrassé plus longuement que d'habitude. Comme s'il cherchait à me sonder, à lire dans mes pensées. Je t'aime, Isabelle. Ces mots auraient dû me réchauffer le cœur. Au lieu de ça, ils m'ont glacé. Je l'ai regardé partir par la fenêtre, monter dans sa voiture, disparaître au bout de la rue. Puis je me suis effondrée sur le canapé et j'ai pleuré. Le soir, à 22h précises, j'ai envoyé mon rapport au numéro crypté. J'avais tout noté. Le temps exact entre ma demande et sa réaction. La tension dans ses épaules. Le changement dans sa voix. La façon dont il a évité ma question. La réponse est arrivée presque immédiatement. Un seul mot. Confirmé. Le deuxième jour était encore plus difficile. Selon le dossier, je devais identifier quel objet Philippe protégeait instinctivement. Les agents, même les meilleurs, ont tous un objet opérationnel qu'ils surveillent inconsciemment. Un objet qui contient quelque chose d'important, qui fait partie de leur travail réel. Le plan était simple, réorganiser discrètement son espace de travail et observer quel objet il repositionnait en premier. Philippe était parti faire des courses. J'avais environ 1 heure. Je suis entrée dans son bureau, le cœur battant comme si je commettais un crime. En un sens, c'était le cas. Je trahissais sa confiance, je violais son intimité. Mais après ce que j'avais appris, avais-je encore le droit de parler de confiance? J'ai commencé par les partitions. Je les ai toutes déplacées de quelques centimètres vers la gauche. Puis, j'ai tourné légèrement l'étui du violoncelle, peut-être 5 degrés, rien de flagrant. J'ai couché une plume sur son bureau alors qu'elle était verticale dans son pot. J'ai déplacé un livre sur l'histoire de la musique. Chaque geste était mesuré, discret, comme si je faisais juste un peu de rangement. Quand Philippe est rentré, je l'ai entendu monter directement à l'étage. Mon estomac s'est noué. J'étais dans la cuisine, préparant le déjeuner, mais mon esprit était entièrement concentré sur ce qui se passait en haut. J'ai attendu quelques minutes, puis je suis montée sous prétexte de chercher quelque chose dans notre chambre. En passant devant son bureau, j'ai jeté un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Philippe était debout, immobile, regardant son espace de travail. Il a froncé les sourcils. Puis, lentement, il s'est approché de son pupitre. Il a ignoré les partitions déplacées. Il n'a pas touché l'étui. La plume ne l'a pas intéressé. Mais il a tendu la main vers une partition en particulier. Une partition de Brahms, sonate numéro 1 pour violoncelle et piano. Il l'a prise délicatement et l'a repositionnée exactement, précisément, au millimètre près, à l'endroit où elle était avant. J'ai pris une photo discrète avec mon téléphone avant de m'éloigner rapidement. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il m'entende. Une fois dans notre chambre, j'ai envoyé immédiatement la photo au numéro crypté avec une note « Partition de Brahms, sonate numéro 1 ». Repositionnée avec précision. Aucun autre objet touché. La réponse est arrivée 10 minutes plus tard. La partition n'est pas que de la musique. Continuez. Jour 3 demain. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé Philippe différemment. Chaque geste, chaque mot, chaque regard prenait une nouvelle signification. Quand il me parlait de sa journée, je me demandais combien de mensonges se cachèrent dans ses phrases. Quand il souriait, je cherchais la faille, le masque qui pourrait glisser. Il a dû sentir quelque chose parce qu'il m'a demandé si tout allait bien. « Tu es distante ce soir, mon amour. Quelque chose te préoccupe ?» J'ai secoué la tête en forçant un sourire. « Non, je suis juste fatiguée. » Encore un mensonge. Je devenais experte dans l'art de mentir. Peut-être que nous étions plus semblables que je ne le pensais. La nuit a été encore plus terrible que la précédente. Je dormais à côté d'un homme que je ne connaissais plus, ou peut-être que je n'avais jamais connu. Ses respirations régulières me semblaient maintenant étrangères, presque menaçantes.
J'ai relu le dossier pour le jour 3. Cette fois, l'objectif était différent, plus psychologique, plus cruel aussi. Je devais créer une simulation de crise. Faire croire à Philippe que quelqu'un avait posé des questions sur lui, sur son travail, sur sa légitimité. Observer non pas comment il réagissait émotionnellement, mais comment il évaluait le danger. Le dossier expliquait que les personnes innocentes demandent qui a posé la question, pourquoi, avec curiosité ou agacement. Les agents entraînés, eux, demandent exactement ce qui a été dit. Ils évaluent le risque avant de montrer une émotion. Le 3e jour est arrivé avec une pluie fine et froide. Philippe était de bonne humeur, chantonnant sous la douche. J'ai préparé le petit déjeuner mécaniquement, répétant mentalement ce que j'allais dire. Il est descendu, m'a embrassé sur la joue, s'est servi du café. C'était le moment. Philippe, quelque chose d'étrange s'est passé hier. J'ai gardé ma voix neutre, comme si je racontais une anecdote banale. Il a levé les yeux de son bol. Quoi donc? J'étais au marché et une femme s'est approchée de moi. Elle m'a demandé si tu travaillais vraiment à l'orchestre. J'ai vu le changement instantanément. Ses doigts se sont crispés imperceptiblement sur l'anse de sa tasse. Sa respiration s'est arrêtée une fraction de seconde. Ses yeux se sont durcis juste un instant avant de redevenir normaux. Mais il n'a pas demandé qui était cette femme. Il n'a pas demandé pourquoi elle poserait une telle question. Il a demandé « Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ?» Sa voix était calme, trop calme, contrôlée avec une précision qui m'a fait froid dans le dos. Juste ça. Elle m'a demandé si tu travaillais vraiment à l'orchestre. Je lui ai dit oui, évidemment. Elle a eu l'air embarrassée, et elle est partie. J'ai haussé les épaules. Je trouvais ça bizarre. Pourquoi quelqu'un demanderait ça? Philippe a bu une gorgée de café, ses yeux fixés sur moi par-dessus le bord de la tasse. J'ai senti qu'il m'analysait, qu'il cherchait à déterminer si je lui disais toute la vérité. À quoi elle ressemblait? Sa question était posée d'un ton léger, mais je sentais l'urgence dessous. Je ne sais pas. La 50aine peut-être. Cheveux châtains. Rien de particulier. J'ai menti en suivant exactement les instructions du dossier. Ne jamais donner de détails qui pourraient être vérifiés. Rester vague. Laisser l'incertitude faire son travail. Philippe a hoché la tête lentement. Probablement une admiratrice un peu trop curieuse. Tu sais comment sont certaines personnes après les concerts. Elles s'imaginent des choses. Il a terminé son café et s'est levé. N'y pense plus. Ce n'est rien. Mais pendant qu'il se préparait pour partir, je l'ai observé dans le reflet du miroir de l'entrée. Son visage était tendu. Ses gestes étaient moins fluides, plus mécaniques. Il vérifiait son téléphone plus souvent que d'habitude. Avant de sortir, il m'a serré dans ses bras plus longtemps, plus fort, comme s'il avait peur de me perdre ou comme s'il cherchait à s'assurer de quelque chose. « Je t'aime, Isabelle. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Ces mots auraient dû me rassurer. Au lieu de ça, ils ont sonné comme un avertissement, comme s'il me testait aussi, comme si nous étions tous les deux engagés dans un jeu dangereux dont aucun de nous ne connaissait vraiment les règles. J'ai envoyé mon rapport le soir même. J'avais tout noté. Sa première question, son besoin de savoir exactement ce qui avait été dit, son absence de curiosité sur l'identité de la femme. La réponse de Laroche est arrivée rapidement. Réaction typique de contre-intelligence. Il évalue le risque, pas l'émotion. Jour 4 crucial. Soyez prudente. Le 4e jour était le plus technique. La DGSI m'avait fait livrer discrètement un petit flacon. À l'intérieur, une poudre ultraviolette invisible à l'œil nu, mais détectable sous lumière spéciale. Mon travail était simple en apparence, mais terrifiant dans ses implications. Appliquer cette poudre sur la poignée de l'étui du violoncelle de Philippe et laisser la DGSI tracer où cet étui allait réellement pendant ses soi-disant répétitions. Philippe était dans le jardin, taillant les rosiers. J'avais peut-être 10 minutes. Je suis montée dans son bureau, le petit flacon dans ma poche. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. L'étui était là, posé contre le mur, majestueux et innocent. Combien de fois avais-je vu Philippe le porter avec tant de soin, tant de respect pour son instrument? Combien de fois avais-je admiré sa dévotion à son art? J'ai ouvert le flacon.
La poudre était si fine qu'elle ressemblait à de l'air. J'en ai versé un peu sur mes doigts et j'ai frotté délicatement la poignée en cuir. Rien. Aucune trace visible. Parfait. J'ai refermé le flacon, l'ai caché dans ma poche et je suis redescendu avant que Philippe ne rentre. Le reste de la journée s'est déroulé normalement. Trop normalement. Philippe est parti en fin d'après-midi avec son étui, me disant qu'il rentrerait tard, qu'il y avait une longue répétition prévue. Je l'ai embrassé, lui ai souhaité bonne chance, et j'ai regardé par la fenêtre sa voiture disparaître au coin de la rue. Puis, j'ai attendu. Chaque minute semblait durer une éternité. Je tournais en rond dans la maison, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Mon téléphone était posé sur la table, silencieux, menaçant. Qu'allait-il découvrir? Où était vraiment Philippe en ce moment? À 20 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Laroche, « Localisé, appelez-nous ». Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai composé le numéro. Laroche a décroché à la première sonnerie. « Isabelle, écoutez-moi attentivement. L'étui de Philippe n'est pas à l'orchestre. » Ma respiration s'est bloquée. Où est-il? Un silence. Un long silence qui m'a paru durer une éternité. Au consulat d'Autriche à Lyon. Le monde a basculé. Mais pourquoi il irait là-bas? Il n'y a pas d'orchestre au consulat. La voix de Laroche était grave, presque compatissante. Non, il n'y a pas d'orchestre, mais il y a autre chose. Quoi? Je criais presque maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nadia a pris le téléphone. Isabelle, respirez. Nous ne savons pas encore exactement ce qu'il fait là-bas. Mais ce que nous savons, c'est que votre mari ment. Il ne va pas aux répétitions. Il va dans un bâtiment diplomatique avec son violoncelle. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Mais pourquoi? Pourquoi il aurait besoin d'aller dans un consulat? Nadia a hésité avant de répondre. Nous avons plusieurs hypothèses. Aucune n'est bonne, Isabelle. Cette nuit-là, Philippe est rentré à 22 heures. Il avait l'air fatigué, mais satisfait, comme après une vraie répétition. Il m'a embrassé, m'a raconté que le maestro avait été particulièrement exigeant sur un passage de Tchaïkovski, qu'ils avaient dû le reprendre une dizaine de fois. Il a ri en me disant que son bras lui faisait mal à force de jouer les mêmes mesures encore et encore. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai posé les bonnes questions. Mais à l'intérieur, je hurlais. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge. Il n'avait pas été à une répétition. Il avait été au consulat d'Autriche, avec son violoncelle. Pourquoi? Que faisait-il là-bas? Et surtout, depuis combien de temps me mentait-il ainsi? Le 5e jour était le dernier, le jour le plus important selon le dossier, le jour où tout serait révélé, où tout s'effondrerait. Les instructions étaient étranges, presque poétiques dans leur simplicité. Je devais demander à Philippe de jouer pour moi, pas n'importe quelle musique. La musique qu'il avait jouée le jour où nous nous étions rencontrés. Bach, suite numéro 1 pour violoncelle. Le dossier expliquait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Certains agents, très rares, utilisent la musique pour transmettre des informations. Pas de manière évidente, bien sûr, mais en modifiant imperceptiblement certaines notes, en ajoutant des variations millimétriques dans le tempo, dans la pression de l'archet. Des variations que l'oreille humaine ne peut pas détecter, mais qu'un équipement spécialisé peut analyser et décoder. C'était de la science-fiction. C'était impossible. Et pourtant, la DGSI prenait cela très au sérieux. Ils avaient installé, selon Laroche, des capteurs sonores ultra-sensibles autour de notre maison. Si Philippe jouait ce soir, ils enregistreraient chaque note, chaque vibration, chaque micro-variation. Et ils sauraient. Le soir est arrivé trop vite. J'avais préparé un bon dîner, ouvert une bouteille de vin que Philippe aimait particulièrement. Il était détendu, heureux, me complimentant sur le bœuf bourguignon. Nous avons parlé de choses insignifiantes, de projets pour l'été, d'un voyage que nous pourrions faire en Italie. Chaque mot me déchirait un peu plus. Après le dîner, alors que nous étions installés dans le salon, j'ai pris ma respiration et j'ai osé. « Philippe, tu pourrais jouer pour moi ce soir ?» Il a levé les yeux de son livre, surpris mais visiblement touché. « Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce que tu veux entendre ?»
la suite de Bach, celle que tu jouais le jour où nous nous sommes rencontrés. Ses yeux se sont embués légèrement. Il a souri, un vrai sourire, plein de tendresse et de nostalgie. Tu te souviens? Comment aurais-je pu oublier? C'était le plus beau jour de ma vie. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Philippe est allé chercher son violoncelle. Il l'a installé dans le salon, a accordé rapidement les cordes, a pris quelques secondes pour se concentrer. Puis, il a commencé à jouer. La première note a empli la pièce, pure, cristalline, parfaite. J'ai fermé les yeux malgré moi. C'était exactement comme dans mon souvenir. Cette musique qui m'avait fait tomber amoureuse, cette musique qui avait changé ma vie. Philippe jouait avec une émotion rare, ses yeux fermés, perdus dans la mélodie. Ses doigts dansaient sur les cordes avec une grâce que je lui avais toujours connue. L'archet glissait, montait, descendait, créant des vagues de sons qui me transportaient malgré tout ce que je savais maintenant. Mais quelque part dans mon esprit, je savais. Je savais que dehors, dans une camionnette discrète, des agents de la DGSI enregistraient chaque seconde, analysaient chaque fréquence, cherchaient les anomalies invisibles. Je savais que cette musique magnifique, cette musique qui m'avait fait croire en l'amour, pouvait être aussi un véhicule de trahison. Quand Philippe a terminé, quand la dernière note s'est évanouie dans le silence du salon, j'avais les larmes aux joues. Pas seulement de beauté, de douleur, de perte, de tout ce qui était peut-être en train de mourir entre nous. Philippe a ouvert les yeux et m'a regardé. Il a posé son violoncelle et est venu s'asseoir à côté de moi. Il a essuyé mes larmes avec son pouce. « Pourquoi tu pleures, mon amour ?» Sa voix était douce, inquiète. C'était tellement beau. Ce n'était pas un mensonge. C'était beau, terriblement beau. Merci, Philippe. Merci pour cette musique. Il m'a prise dans ses bras et nous sommes restés ainsi longtemps, enlacés dans le silence. Et pour la première fois depuis le début de cette horrible histoire, j'ai pensé à quelque chose que je n'avais pas osé envisager. Et si Philippe m'aimait vraiment? Et si, malgré tous les mensonges, malgré toute la tromperie, il y avait quelque chose de réel entre nous? Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce que l'amour pouvait effacer la trahison? Plus tard cette nuit-là, quand Philippe dormait, mon téléphone a vibré. Un message de Laroche. Résultat dans 2 heures. Restez disponible. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? J'ai passé ces 2 heures assise dans la cuisine, buvant du thé froid, regardant les aiguilles de l'horloge avancer avec une lenteur insupportable. À 3 heures du matin, mon téléphone a sonné. J'ai décroché avant la fin de la première sonnerie. « Allô ?» La voix de Laroche était grave, presque solennelle. « Isabelle, nous avons les résultats. Vous devez venir nous voir. Maintenant. »« Maintenant ? Mais Philippe. » Laroche m'a interrompu. « Laissez une note. Dites que vous ne pouviez pas dormir, que vous êtes sorti marcher. N'importe quoi. Mais venez. C'est important. » J'ai écrit un mot rapide, l'ai laissé sur la table de la cuisine. J'ai pris mon manteau et je suis sorti dans la nuit froide. Une voiture m'attendait au bout de la rue, la même Peugeot noire. Nadia était au volant. Son visage était fermé, sérieux. Elle n'a rien dit pendant tout le trajet. Nous sommes arrivés dans un parking souterrain, un bâtiment anonyme dans un quartier que je ne connaissais pas. Laroche nous attendait dans une salle sans fenêtre, des écrans d'ordinateur illuminant son visage fatigué. Moreau et Cassel étaient là aussi, l'air grave. « Asseyez-vous, Isabelle. » Laroche a pointé une chaise. Je me suis assise, mes jambes tremblantes. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Laroche a tapé sur son clavier et un graphique complexe est apparu sur l'écran principal. Des ondes sonores, des courbes, des pics et des vallées que je ne comprenais pas. Voici l'enregistrement de la musique que Philippe a jouée ce soir. Il a zoomé sur une section particulière. Et voici une analyse spectrale détaillée. Il a pointé des petites variations, presque imperceptibles. Vous voyez ces microdéviations, ces petites anomalies dans la fréquence et l'amplitude?
J'ai hoché la tête, même si je ne comprenais pas vraiment. Laroche a continué. Ce ne sont pas des erreurs de jeu. Philippe joue trop bien pour faire ce genre d'erreurs. Ce sont des modifications intentionnelles. Chaque variation correspond à un code, un système de cryptage sonore extrêmement sophistiqué. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Moreau a pris la parole. Nous disons que votre mari utilise la musique pour transmettre des informations. Chaque concert, chaque fois qu'il joue en public, il encode des données dans sa musique. Des dates, des coordonnées, des instructions. Mais c'est impossible. Comment? Cassel a posé une main sur mon épaule. C'est rare, très rare. On appelle ça un courrier harmonique, un type d'agent si spécialisé que seuls quelques-uns existent dans le monde. Ils utilisent l'art, la beauté, l'émotion comme couverture pour des transmissions secrètes. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Tout ce en quoi j'avais cru, tout ce qui avait constitué ma vie ces dernières années, s'effondrait comme un château de cartes. La musique. Cette maudite musique qui m'avait fait tomber amoureuse, qui m'avait émue aux larmes, qui avait été le cœur de notre relation. Tout n'était qu'une couverture. Un mensonge élaboré, sophistiqué, parfait. Je ne comprends pas. Ma voix était faible, brisée. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi ce mariage? Laroche a éteint l'écran et s'est assis en face de moi. Son regard était direct, sans pitié mais pas cruel. Parce que vous étiez parfaite, Isabelle. Vous ne le voyez pas? Vous étiez la couverture idéale. Nadia a pris le relais, sa voix plus douce. Vous êtes veuve depuis longtemps. Vous n'avez pas d'enfant qui viendrait m'en poser trop de questions. Vous êtes financièrement stable, discrète. Vous menez une vie tranquille. Pour un homme qui veut disparaître, qui veut créer une identité stable et crédible, vous étiez le choix parfait. Ces mots me transperçaient comme des lames. Donc notre mariage, tout était calculé? Moreau a secoué la tête. Nous ne savons pas tout. Peut-être qu'au début, oui, c'était calculé, mais les choses peuvent évoluer. Les sentiments peuvent devenir réels même quand ils commencent comme une mission. Est-ce que ça change quelque chose? J'ai crié presque, la douleur me submergeant. Est-ce que ça change quoi que ce soit qu'il m'aime ou non, s'il m'a menti depuis le premier jour? S'il a construit toute notre vie sur du mensonge? Le silence qui a suivi a été ma réponse. Laroche a sorti un autre dossier, plus épais que le premier. Il y a plus, Isabelle. Nous avons trouvé quelque chose dans l'étui du violoncelle. Un compartiment secret que nous avons découvert grâce à une perquisition discrète pendant que Philippe était au consulat. Il a ouvert le dossier et a étalé des photos sur la table. Un petit dispositif électronique, un microprocesseur de la taille d'une pièce de monnaie. Des symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Un câble fin comme un cheveu. Qu'est-ce que c'est? Ma voix tremblait. Cassel a pointé le dispositif. Un transmetteur cryptographique de dernière génération, probablement utilisé pour des communications sécurisées avec ses contacts. Il le cache dans son violoncelle, l'objet le plus innocent, le plus au-dessus de tout soupçon. Et nous avons vérifié ses déplacements des derniers mois. Moreau a sorti une carte avec des points rouges marqués dessus. Chaque fois qu'il prétendait avoir un concert dans une autre ville, nous avons retrouvé sa trace dans des lieux très spécifiques. Des consulats, des ambassades, des centres diplomatiques, jamais dans des salles de concert. J'ai fixé la carte, les points rouges brouillés par mes larmes. Depuis combien de temps? Laroche a pris une longue inspiration. Nous pensons qu'il opère ainsi depuis au moins 18 ans. Bien avant de vous rencontrer. Il n'a jamais arrêté. Même après votre mariage, même en construisant cette vie avec vous, il a continué. 18 ans, presque 2 décennies de vie double, de mensonges parfaits, d'un personnage si bien joué que personne n'avait jamais douté. Pas même moi qui partageais son lit, qui l'embrassais chaque matin, qui croyais le connaître mieux que quiconque. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai demandé, épuisé, vidé de toute émotion. Laroche a refermé le dossier. Cela dépend de vous. Nous avons assez de preuves maintenant pour l'arrêter, pour le traduire en justice.
Mais nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser tout ce que vous nous avez fourni ces 5 derniers jours. Sans vous, notre enquête a des trous. Avec vous, elle est solide. Si je refuse, Nadia a serré ma main. Si vous refusez, nous devrons trouver d'autres moyens. Cela prendra du temps. Et pendant ce temps, Philippe continuera peut-être à opérer, à transmettre des informations qui pourraient être dangereuses. Dangereuses comment? Moreau a hésité. Nous ne savons pas exactement pour qui il travaille. Peut-être pour un gouvernement étranger, peut-être pour un réseau plus obscur. Mais le type d'information qu'un courrier harmonique transmet habituellement concerne la sécurité nationale. Des mouvements de troupes, des décisions politiques sensibles, des opérations secrètes. J'ai regardé mes mains, ces mains qui avaient touché Philippe avec amour, ces mains qu'il avait trahies pendant 5 jours pour découvrir la vérité. Quelle ironie! Nous nous étions trahis mutuellement, chacun à notre manière. Est-ce qu'il sait? J'ai demandé soudainement. Est-ce qu'il se doute que je l'ai espionné? Laroche a secoué la tête. Nous ne pensons pas. Vous avez été prudente, professionnelle même. Mais il est intelligent, très intelligent. Il a peut-être senti quelque chose, peut-être pas. S'il sait, je suis en danger. Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quelle réponse. Nadia a finalement parlé. Nous ne croyons pas que Philippe vous ferait du mal. Malgré tout, malgré son travail, nous pensons que ses sentiments pour vous ont une part de vérité. Mais nous ne pouvons pas en être certains. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à tous ces moments partagés, les matins paisibles, les dîners aux chandelles, les promenades main dans la main le long de la Saône, les nuits où il me tenait dans ses bras et murmurait qu'il m'aimait. Est-ce que tout était faux? Est-ce que rien n'était réel? Ou est-ce que quelque part, dans ce tissu de mensonges, il y avait des fils de vérité? Je veux savoir une dernière chose. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Laroche directement. Vous m'avez dit qu'il m'avait peut-être choisi parce que j'étais une couverture parfaite. Mais est-ce que vous pensez qu'il est vraiment tombé amoureux? Est-ce que c'est possible? Laroche a pris son temps avant de répondre. Isabelle, je ne peux pas lire dans le cœur de votre mari. Personne ne le peut. Ce que je sais, c'est que même les agents les plus entraînés sont des êtres humains. Ils peuvent développer de vrais sentiments, des attachements réels. Peut-être que pour Philippe, vous étiez d'abord une mission. Mais peut-être qu'avec le temps, vous êtes devenu quelque chose de plus. Peut-être que vous êtes devenu la seule chose vraie dans sa vie de mensonge. Mais ça change quoi? J'ai chuchoté, les larmes coulant maintenant librement. Même s'il m'aime vraiment, même s'il y a quelque chose de vrai entre nous, comment pourrais-je continuer à vivre avec lui, en sachant tout ça? Comment pourrais-je fermer les yeux chaque nuit à côté d'un homme qui est un étranger? Personne n'a répondu. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. Il y avait juste une décision à prendre. Une décision qui changerait tout. Une décision qui détruirait ce qui restait de ma vie telle que je la connaissais. Mais peut-être que cette vie n'avait jamais vraiment existé. D'accord. Le mot est sorti de ma bouche avant que je puisse vraiment réfléchir. D'accord. Utilisez tout ce que je vous ai donné. Arrêtez-le. Laroche a hoché la tête gravement. Vous êtes certaine? Une fois que nous agirons, il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'ai essuyé mes larmes d'un geste brusque. Je suis certaine. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Même si la vérité fait mal, même si elle détruit tout, c'est mieux que de continuer à être aveugle. L'arrestation était prévue pour le lendemain matin. Laroche m'a raccompagnée chez moi juste avant l'aube. Les rues de Lyon étaient encore endormies, silencieuses, comme si la ville entière retenait son souffle. Nadia m'a serré dans ses bras avant que je descende de la voiture. « Vous avez fait preuve de courage, Isabelle. Plus que la plupart des gens n'en auraient eu. » Du courage? Non. J'avais juste fait ce qui devait être fait. Ou peut-être que j'avais simplement trahi l'homme que j'aimais. Je ne savais plus. Je ne savais plus rien. Quand je suis entrée dans la maison, Philippe était debout dans la cuisine, préparant du café. Il a levé les yeux vers moi, surpris. « Tu es déjà réveillé? Il est à peine 6 heures. » J'ai montré mon manteau.
Je n'arrivais pas à dormir. Je suis sortie marcher un peu. Il s'est approché, a posé sa main sur ma joue. « Tu es glacé, mon amour. Viens, je vais te préparer un chocolat chaud. » Cette tendresse m'a brisé plus que n'importe quelle révélation. Comment pouvait-il être si doux, si attentionné, si parfait dans ce rôle de mari aimant alors que tout n'était qu'une façade? Ou peut-être que ce n'était pas une façade. Peut-être que c'était la seule partie vraie de lui. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, dans un silence presque confortable. Philippe lisait le journal, commentait les nouvelles, me demandait mon avis sur différents sujets. C'était une scène si ordinaire, si normale, si terriblement fausse. Je regardais l'horloge avancer minute par minute, sachant que dans moins d'une heure, tout exploserait. À 7 heures précises, on a frappé à la porte, fort, autoritaire. Philippe a froncé les sourcils. « Qui peut venir si tôt ?» Il s'est levé, a marché vers l'entrée. J'ai fermé les yeux, incapable de regarder. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Puis le silence. Un long silence qui m'a paru durer une éternité. « Philippe Moreau, vous êtes en état d'arrestation. » La voix de Laroche était professionnelle, froide. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Le bruit de pas, des ordres brefs, le cliquetis des menottes. Je suis restée assise dans la cuisine, paralysée. J'ai entendu Philippe protester, sa voix montant dans les aigus. « Il y a une erreur, je n'ai rien fait. Isabelle, Isabelle, dis-leur !» Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, j'étais pétrifiée par ce que j'avais déclenché. Puis Philippe est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, entouré d'agents de la DGSI. Nos regards se sont croisés. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. De la surprise, de la confusion, de la peur, mais surtout de la trahison. Il savait. En me regardant, il savait que j'étais impliquée dans tout ça. Isabelle. Sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire? Que j'avais découvert qui il était vraiment. Que j'avais passé 5 jours à l'espionner, à le trahir comme il m'avait trahi pendant toutes ces années. Les mots étaient inutiles. Les agents l'ont emmené. Laroche est resté un moment, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Nous aurons besoin de votre déposition formelle dans les prochains jours. Prenez le temps de vous reposer. » Puis il est parti aussi, me laissant seule dans cette maison qui n'était plus un foyer, juste une coquille vide, remplie de souvenirs mensongers. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Les heures ont passé sans que je m'en rende compte. Le soleil est monté dans le ciel, a illuminé la cuisine, puis a commencé à décliner. J'étais engourdie, vidée, incapable de ressentir quoi que ce soit. C'est le soir que j'ai finalement bougé. Je suis montée dans le bureau de Philippe. Son violoncelle était toujours là, posé dans son coin habituel. Je me suis approchée, j'ai tendu la main et j'ai effleuré les cordes. Un son discordant a résonné dans le silence, comme un cri de douleur. J'ai ouvert l'étui. À l'intérieur, il y avait des partitions, des accessoires, tout ce qu'un musicien normal posséderait. Mais je savais maintenant ce que la DGSI avait trouvé. Le compartiment secret, le transmetteur, tous ces objets innocents qui cachaient une réalité si différente. J'ai pris la partition de Brahms, celle que Philippe avait repositionnée si précisément. Je l'ai ouverte, j'ai regardé les notes noires sur le papier jauni. Pour moi, ce n'était que de la musique. Mais pour lui, c'était quelque chose de plus. Un code, un message, une vie secrète écrite en clé de sol. Les jours suivants ont été un brouillard. J'ai donné ma déposition à la DGSI. J'ai raconté tout. Notre rencontre, notre mariage, les 5 jours d'observation. J'ai répondu à des centaines de questions. Laroche m'a dit que grâce à mon aide, ils avaient pu démanteler tout un réseau. Que Philippe n'était pas seul, qu'il faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais je m'en fichais. Tout ce que je voulais savoir, c'était si Philippe avait dit quelque chose, s'il avait expliqué, s'il avait avoué. Moreau m'a regardé avec tristesse. Il a gardé le silence, sauf une fois, il a demandé à vous voir. Mon cœur a bondi. Quand?
Moreau a sorti un papier de sa poche. Demain, si vous acceptez, nous avons organisé une visite surveillée. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Isabelle. Toute la nuit, j'ai lutté avec cette décision. Devais-je le revoir? Devais-je entendre ce qu'il avait à dire? Une partie de moi voulait tourner la page, oublier, reconstruire ma vie. Mais une autre partie, plus forte, avait besoin de réponses, avait besoin de comprendre. Le lendemain, je me suis retrouvée dans une salle austère, une table entre deux chaises, une glace sans teint sur un mur. Nadia était avec moi. Vous pouvez partir à tout moment. Il suffit de lever la main et nous interrompons immédiatement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Puis Philippe est entré. Il portait un uniforme de prisonnier gris. Il avait maigri. Ses yeux que j'avais tant aimés, étaient cernés, fatigués. Mais quand il m'a vu, ils se sont illuminés légèrement. Il s'est assis en face de moi, les mains menottées posées sur la table. Nous nous sommes regardés en silence. Tant de choses à dire, tant de questions sans réponse. Finalement, c'est lui qui a parlé en premier. Je suis désolée, Isabelle. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. Je suis désolée pour tout. Désolée pourquoi exactement? Ma voix était dure, plus dure que je ne l'aurais voulu. Désolée de m'avoir menti? Désolée de m'avoir utilisé? Désolée de t'être fait prendre? Il a baissé les yeux. Désolée de t'avoir fait du mal. C'est la seule chose qui compte vraiment. Qui es-tu? J'ai demandé, les larmes montant malgré moi. Qui es-tu vraiment, Philippe? Ou devrais-je t'appeler Anton? Il a tressailli au nom. Je suis les deux, et aucun des deux. J'ai été tellement de personnes différentes que parfois je ne sais plus moi-même qui je suis vraiment. Est-ce que tu m'as aimé? La question est sortie dans un murmure. Est-ce que quelque chose entre nous était réel? Philippe a relevé les yeux. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu quelque chose de complètement honnête dans son regard. Oui. Mon Dieu, oui, Isabelle. C'est la seule chose vraie dans toute cette mascarade. Je t'ai aimé. Je t'aime encore. Comment peux-tu dire ça? J'ai crié presque. Comment peux-tu parler d'amour alors que tu m'as menti depuis le premier jour? Il s'est penché en avant, autant que ses menottes le permettaient. Parce que c'est justement ça, Isabelle. Au début, oui, c'était une mission. Tu étais une couverture parfaite. Mais quelque part en cours de route, tu es devenue bien plus que ça. Tu es devenue la seule personne devant qui je pouvais être moi-même. Toi-même? J'ai ricané amèrement. Tu ne sais même pas qui est toi-même. Philippe a secoué la tête. Avec toi, j'étais celui que je voulais être. Pas Anton, l'agent. Pas Philippe, le personnage. Juste un homme qui aimait sa femme. Mais tu n'as jamais arrêté. Même en me disant que tu m'aimais, tu continuais à mentir. Ma voix tremblait. Il a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. Je ne pouvais pas. J'étais trop impliquée. Et si j'avais essayé d'arrêter, je t'aurais mise en danger. Ne me prends pas pour une idiote. Ma colère montait. Tu as continué parce que c'est ce que tu es. Un menteur, un manipulateur. Le silence est tombé, lourd, insupportable. Tu as raison, j'aurais dû te dire la vérité, mais j'avais peur de te perdre. Et pourtant, tu m'as perdu. J'ai essuyé mes larmes, je me suis levée. Adieu, Philippe. Il s'est levé aussi. Isabelle, attends. Le jour où je t'ai rencontré au théâtre, ce n'était pas prévu. Quand j'ai vu ton visage, j'ai ressenti quelque chose de réel pour la première fois depuis des années. Je suis partie sans répondre. Sa voix m'a poursuivie dans le couloir. Je t'aime, Isabelle, je t'aimerai toujours. Les semaines suivantes ont été difficiles. J'ai vendu la maison. Trouvé un petit appartement? Recommencer. Plusieurs mois après, Nadia m'a appelé. Philippe a été condamné. 15 ans. Il a laissé une lettre pour vous. Je l'ai reçue mais ne l'ai pas ouverte pendant 1 semaine. Puis, un soir de solitude, je l'ai lue. Ma chère Isabelle, je ne cherche pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que les moments avec toi étaient un vrai. Tu m'as donné un foyer. Même si tu ne me crois pas,
Sache que tu seras toujours la seule vérité que j'ai connue. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Adieu, mon amour. Philippe. J'ai pleuré, pour ce qui aurait pu être, pour cet amour brisé. Mais après, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis sortie, j'ai respiré, et j'ai senti de l'espoir. Quelques semaines plus tard, je suis retournée au théâtre des Célestins. Un quatuor jouait Mozart. J'ai écouté. La musique était belle, pure, honnête, juste de la musique. Et j'ai réalisé, Philippe m'avait pris ma confiance, mon innocence. Mais il ne m'avait pas pris ma capacité à ressentir, à être ému, à apprécier la beauté. Quand le concert s'est terminé, je suis sortie dans la nuit de Lyon, seule, mais libre. Libre de la vérité. Libre de choisir ma vie. Libre d'aimer à nouveau un jour peut-être, sans mensonge cette fois. L'amour a des limites. Et j'avais atteint les miennes.